Salut le gang. On va parler de nouvelle intro. Ouais, On va... super. On va parler de l'UFC, les gars. Comme vous le savez, on va parler de l'UFC, surtout du planning de l'UFC, tout ce qui se passe aujourd'hui avec l'organisation, parce qu'ils avaient démarré très très fort 2023, souvenez-vous, avec tout ce qui s'était passé, la succession de main events absolument dingue. Et là, on se rapproche lentement mais sûrement de la fin du deal ESPN. Il y a un article de Bloody Elbow qui a mis la puce à l'oreille à Big Rusty en mode pop 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 pop. Qu'est-ce qui se trame? Est-ce que on nous prendrait pas pour les bip bip? En tout cas, on va voir ça. Ouais, on va voir ça très rapidement, Big Rusty. Générique. Soit. Paris sur le MMA avec Unibet. Quelle sera l'issue du combat? Une soumission? Un KO? Paris sur les meilleures cotes avec Unibet. L'UFC, vous vous souvenez, premier trimestre absolument monstrueux, un enchaînement de main event digne des plus grands, des bangers, on ne les comptait même plus. On était, ça y est, ça fait plaisir, l'UFC enfin qui sort un petit peu les doigts pour nous faire plaisir. Peut-être aussi qu'il y avait ça parce que il y avait le rachat qui se précisait de la WWE, puisqu'on en a parlé aussi. WWE et UFC maintenant ne font plus qu'un, puisqu'ils les évoluent dans un super méga groupe de divertissement. Donc peut-être qu'il y avait ça aussi pour séduire les investisseurs, mais depuis, je pense que vous l'avez remarqué, on est très très tranquille en termes de planning, et on a même l'impression que l'UFC nous refait le coup de on en a salement sous le pied, mais là par exemple on a Cerudo Sterling, et au mois de juin on va avoir Amanda Nunes, pas contre Juliana Peña mais contre Aldana, finalement Aldana, en main event, ce qui est horrible, mais vraiment horrible, pour le grand retour en plus de l'UFC au Canada. Enfin, de toute façon, les pay-per-view seront à la hauteur, hein, je pense. C'est-à-dire donc à l'inverse de la hauteur, mais ça va être terrifiant, les chiffres. Ah mais c'est... Bref. Il y a ça, et le pire, enfin, et ce qui moi vraiment je suis très triste de ça, c'est que pour l'International Fight Week du mois de juillet, pareil, j'ai pas l'impression qu'ils fassent beaucoup d'efforts, puisqu'on a Volkanovski contre Yair Rodriguez en main event. Oui, c'est un combat qu'on a tous envie de voir, qu'on va tous regarder, mais pour une carte qui est aussi, on va dire, iconique de la part de l'UFC, qui a un vrai rendez-vous pour les fans, normalement vous faites un gros truc là, c'est un co-main event normalement. Donc voilà où on en est aujourd'hui, et donc des journalistes se sont penchés sur la question, et c'est vrai que ça a des conséquences économiques tout ça. Ouais, bah, en fait c'est donc le gars Trent Ryan-Smith de Bloody Elbow. À la base, en fait, je me méfie toujours un peu, parce que lui, à chaque fois que je le vois sur des articles de Bloody Elbow, il est là que pour envoyer des bastos à Dana White et à l'UFC. Mais c'est incroyable, c'est vraiment incroyable. Donc je me méfie un peu, parce que, je sais pas, il est sans doute très bon, mais je me dis, putain, c'est un peu comme Karim Zidane, tu vois, il fait des trucs qui sont un peu toujours sur les mêmes sujets, et c'est très intéressant, et heureusement qu'il y a des gens comme ça. Mais il y a des moments où tu te dis, est-ce que là, cet article-là, est-ce que du coup, tu t'es pas en train de mettre les trucs d'une certaine manière? Mais bon, c'est factuel, du coup, ce qu'il dit, et il se base sur l'évolution des souscriptions à ESPN+. Et en gros, il regarde les deltas, c'est-à-dire entre cette période et cette période, combien de souscripteurs, D'abonnés. comment on dit d'ailleurs? Ouais, voilà, d'abonnés en plus. Et là, il notait une faiblesse dans la progression dans ces derniers mois. Et en gros, il se demandait, ça additionné au fait que les dernières cartes des UFC Fight Night sont quand même très faibles, est-ce que là, ESPN s'y retrouve vraiment dans toute cette histoire? Et ça, plus le fait qu'on a Ari Emanuel, qui est, je crois, le CEO de Endeavor, si je dis pas de bêtises, et qui, lui, est en mode, il commence à lâcher des petites phrases en mode non, ça se passe très bien, dit ESPN, mais ça se bouscule au portillon, donc voilà, ça j'irait quand même... Enfin, tu sais, qui fait un peu monter les enchères, tu sais, déjà rien que dans l'idée. Et le deal ESPN, il a pris place en 2019. C'est un deal qui était initialement prévu pour 5 ans et reconduit de 2, donc 7 ans, donc jusqu'en 2025. Le roi du calcul mental, hein. Et du coup, bah voilà, ça, on commence en fait à se poser des questions sur ce qu'on se posait les questions depuis, ce sur quoi on se posait des questions depuis le début, mais c'est là, est-ce que ESPN vraiment il s'y retrouve? Pourquoi tu te marres? On commence à se poser des questions, les questions qu'on se posait depuis le début.
Toujours faire des figures de style comme ça qui veulent rien dire. C'est comme ça, c'est comme dans les films de Clint Eastwood. Faut toujours dire d'abord ce que tu vas faire avant de le faire. Genre, je vais te dire une bonne chose, Guillaume. Et après, tu dis la bonne chose, tu vois. Mais, et donc voilà, et c'est vraiment intéressant. Et moi, cet article-là, combiné à ce week-end, en fait, parce que ce week-end, il y avait la carte Song Yadong contre Ricky Simmons. On s'en foutait d'une manière qui était absolument scandaleuse. Mais en même temps, c'est parce qu'il y avait rien. Mais au-delà de ça, en plus d'il n'y avait rien, c'est que pour la première fois, l'UFC a complètement été éclipsé. Absolument, par le bare knuckle. Et parce que au bare knuckle, il y avait des affiches, honnêtement. J'étais très sceptique sur le bare knuckle au début. Il y avait des trucs que je kiffais pas du tout, notamment des énormes mismatchs. T'augmentes quand même les chances en mettant un mec qui est d'un bien meilleur niveau qu'un autre sur un truc où c'est de l'essentiel, donc de la boxe anglaise. Et il s'était fait épingler par ça d'ailleurs, le bare knuckle au début. Absolument, il y avait eu ça, il y avait eu, tu sais, le moment où David Feldman, le boss du BKFC, avait dit, c'était il y a genre des années, de toute façon c'était de la merde leur combat, donc je vais les payer que la moitié. Enfin, c'était en mode, attends, calme. Lors de l'interview d'après combat où le mec venait dans le ring en plus, hein, parce que c'est même pas c'est après coup dans le cadre. Non, c'est le mec qui s'était pointé dans le ring. Ouais, le cowboy. Et donc, j'avais émis pas mal de doutes, au-delà même du fait que c'est à main nue et que ça aurait eu du mal à passer auprès du grand public. Bah, en fait, là, on est en train de se rendre compte qu'ils mènent pas mal leur barque. Ils sont chez Thriller et visiblement, apparemment, ils sont sur le point de signer un gros deal de TV. Et leurs affiches sont alléchantes, en fait. Le format, c'est vraiment fait pour les States avec 5 rounds de 2 minutes, donc c'est un rythme d'enfer. Et en plus, il récupère tous les gros noms du MMA, parce qu'il y avait quand même Eddie Alvarez contre Chad Mendes, il y avait Luke Rockhold contre Mike Perry, et ce qui est une vraie inconnue, parce que quand t'as un mec comme Artem Lobov qui est capable de battre Paulie Malignaggi à main nue, bah ça rebat les cartes. Et donc là, on l'a bien vu, puisque même si c'est un kicker plus qu'un boxeur, bah il y a quand même Mike Perry qui a battu l'ancien champion middleweight et ancien light heavyweight Luke Rockhold. Et même au-delà de ça, toute la carte, il y avait Ben Roswell qui combattait un autre gars et tout. Enfin, c'était vraiment des affiches intéressantes. Et sur ce week-end-là, le BKFC a complètement éclipsé l'UFC. Et ce qui, honnêtement, mais c'est au point où, pour être tout à fait honnête avec vous, hein, avec toi aussi, Guillaume, mais je me souvenais même plus qu'il y avait cette affiche en fait. C'est-à-dire que j'étais en mode, stylé, le BKFC, ça va être intéressant. Ah, l'inconnu, du coup, malgré la différence de poids, machin, je me souvenais même plus qu'il y avait Ricky Simon versus Song Yadong. Bon, c'est pas à chaque fois comme ça, parce que même si les cartes sont très faibles à l'UFC, c'est rare qu'il y ait un événement. Là, c'était l'événement de leur existence au BKFC. Il l'a dit lui-même, David Feldman. Toutes les étoiles, là, se sont alignées. En plus, avec Connor qui monte sur ligne et tout. Donc, c'est pas à chaque fois qu'il y aura ça. Mais, si petit à petit, il commence à y avoir des événements où l'UFC fait une Fight Night à l'Apex qui est pas ouf, et le Bellator fait une putain de carte avec un gros main event, le PFL, le BKFC, et que ça éclipse, bon, l'UFC, ils ont des années-lumière d'avance, certes, mais dans l'optique d'une reconduction avec un deal avec ESPN ou autre, c'est des facteurs qui rentrent en ligne de compte quand même d'avoir sur ces trucs-là, vous vous êtes fait un peu dépasser sur ces week-ends-là. Le nombre de souscripteurs, d'abonnés a commencé à baisser. C'est intéressant. C'est effectivement, on a toujours l'impression que l'UFC, quand ils veulent, ils se sortent les doigts et ils éclatent tout, comme ils l'ont fait en début 2023, tu l'as dit, mais on voit des premières. Et ça, c'est vrai que là, le fait d'avoir un BKFC qui éclipse complètement un UFC Fight Night, c'est quand même une première. Tout ce qu'on se disait avec Big Rusty, c'est que là, ils sont à environ 22,4 millions ESPN+, donc la plateforme sur laquelle est l'UFC. Peut-être que aussi la plateforme atteint un plafond, hein. Le ralentissement s'explique d'une part par le ralentissement de l'UFC, mais peut-être aussi parce que il y a plus beaucoup de mecs qui peuvent s'abonner aux États-Unis, donc forcément c'est ça. passer de 0 à 22 millions, et il y a peut-être plus beaucoup de gars qui peuvent s'abonner, donc forcément il y a ça. Mais moi vraiment le truc au global pour l'UFC et avec je serais vraiment curieux de savoir comment ça se passe en termes de discussion, et ça personne ne le sait, personne ne le saura jamais je pense, mais c'est vraiment une situation, la relation UFC diffuseur aux États-Unis où les gars payent des sommes énormes. On est à plus de, là justement dans Bloody Elbow ils expliquaient la valorisation, on était à 300 millions pour les Fight Night, 200 millions pour les pay-per-view, plus les différents types de contenus. C'est que
ils sont en tout cas, on a l'impression, parce qu'il n'y a jamais eu d'article ou de déclaration de Dana White, ni même des dirigeants d'ESPN ou de Fox à l'époque où l'UFC était diffusé sur Fox Sports, ils ont une obligation de fournir des affiches de qualité. Parce que tu vois, là, quand t'es dans une situation comme ça, ou même l'année dernière où c'était terrible, enfin, quand on sait qu'ESPN paye l'équivalent de 500 000 pay-per-view pour avoir l'exclusivité, parce qu'avant, en gros, les pay-per-view étaient diffusés sur tous les canaux, enfin, les gens pouvaient acheter sur tous les... Par exemple, vous aviez Google, enfin, peu importe, vous pouviez acheter le pay-per-view aujourd'hui, tout passe par ESPN+, et donc vous êtes obligé d'être abonné ESPN+, pour acheter le pay-per-view UFC. Donc, enfin, il y a un double paiement, si vous voulez. Et donc, pour ça, ils payent l'équivalent de 500 000 pay-per-view. Quand en décembre, vous avez Blachowicz contre Ankalaev, c'est compliqué. C'est très très compliqué. Quand en janvier, ensuite, vous avez Hill contre Teixeira, vous enchaînez les 2 mois comme ça, et que, ok, l'UFC a perdu des combats à chaque fois, parce qu'il y a eu tac, je sais qu'il y a eu des blessures, j'ai oublié, mais il y a eu des blessures. En tout cas, il y a eu Jiri Prochaska en décembre, en janvier, je sais plus, mais il n'y a pas eu de grosse volonté, enfin on n'était pas dans une situation comme lorsque on finit avec Khabib Aliaquinta et que en gros l'UFC a voulu mettre Max Holloway et qu'on voit ils ont essayé de faire une grosse carte. Là, à chaque fois c'était bon, on a perdu le main event, on n'essaye pas plus que ça de remplacer par un très gros truc. Et c'est là où moi, je trouve que c'est une situation très compliquée parce que t'es diffuseur, tu te dis bon, on paye une blinde, on a des trucs qui n'intéressent personne, et en plus... tu sais que l'UFC en a sous le pied, parce que c'est ce qu'on disait avec Big Rusty, c'est que là, ils peuvent très bien nous... Enfin, c'est même pas de dire, ils peuvent très bien nous faire une fin d'année, la suite de l'année 2023 avec un truc légendaire, non, ils pourraient tout le temps faire ça, l'UFC. Ils pourraient tout le temps nous proposer des choses comme ça. Parce que, même là, le Songadong Ricky Simon, en vrai, Big Rusty, moi, un combat Chris Curtis contre Nassourdine Imavov, tu le mets en main event, je préfère ça au main event qu'ils ont proposé. Et sauf que Nassourdine, je sais même pas s'il sera sur la main carte de l'UFC 289 parce que c'est vraiment une très très grosse carte. Donc, ils peuvent le faire, ils peuvent très bien le faire. C'est juste qu'aujourd'hui, ils sont dans une situation où ils disent, bon bah tranquille, on cruise. J'aimerais bien, moi, juste que... plus régulièrement en fait, le Bellator, le PFL, BKFC ou d'autres organisations, enfin pour l'instant ils en sont pas là, Karaté Combat ou ce genre de... ou même le Glory quand ils font des cartes, parce qu'il y a le Glory ce week-end et la carte a été, pour le grand public, elle était pas folle. Moi j'aimerais bien en fait que l'UFC se fasse un peu plus punir quand ils sont dans une situation comme ça, de se dire, quoi qu'il arrive, de toute façon on sait qu'avec le nom UFC les gens vont regarder. Ouais, ah bah absolument. Voilà, et bah formidable, Big Rusty. Donc voilà, non, mais ça, vraiment, honnêtement, moi, c'est le truc que j'espère, et je suis curieux aussi de voir ce qui va se passer, parce que ça n'a toujours pas été annoncé officiellement, donc quand je dis officiellement, les posters sont pas sortis, c'est pour l'événement londonien de l'UFC, donc qui est prévu le 22 juillet, où le même soir, il y a Tyson Fury contre Andy Ruiz, et l'UFC Londres. Ouais. Ça... Ouais. Pour tout ce qui est les Britanniques, je pense que la question va être vite répondue, à moins qu'il y ait genre Leon Edwards versus Ramzat ou un délire comme ça, quoi. Et surtout que là, ils sont partis, et qu'ils sont partis là plutôt pour faire un UFC Fight Night. Donc non, ça s'annonce compliqué. Et pour toutes les questions de toute façon, on va dire comment, de renégociation, ils savent le faire, l'UFC. On se souvient, quand ils étaient à la fin du deal Fox Sports, ils sortaient que des cartes de malade, même pour les Fight Night. La première soirée, premier Fight Night aussi ESPN+, c'était Cerudo contre Dillashaw au Brooklyn Center. Donc en gros, ils avaient fait un pay-per-view, c'était pour la ceinture en plus flyweight. Donc les mecs s'étaient fait un pay-per-view pour le premier. Enfin bref, ils savent y faire. Maintenant, la vraie question, c'est où est-ce qu'ils vont signer. Moi, je suis très curieux de voir sur quelle plateforme ils vont aller. Et si... Ah ouais. Non, vraiment, moi, je suis très curieux parce que... Ouais, moi aussi. Mais justement, par exemple, toi, tu verrais qui comme autre plateforme ? Moi, il y a plusieurs trucs. Je me dis peut-être que l'UFC va faire comme ce qu'ils ont fait au Brésil. En gros, ils sont partis de Combaté, je crois, c'était l'équivalent d'ESPN au Brésil. Pour aujourd'hui, l'UFC est diffusé sur l'UFC Fight Pass. Et moi, je me dis, est-ce qu'ils ne parieraient pas sur eux-mêmes, puisqu'aujourd'hui, en plus, ils sont avec la WWE, qui a sa propre plateforme, la WWE. Et donc se dire, est-ce qu'on ferait pas un système comme ça, où en gros, on fonctionne uniquement par abonnement, tout est diffusé sur l'UFC Fight Pass, et on est notre propre
Notre propre diffuseur. Je pense, personnellement, tu vois, moi je me dis, c'est soit ça, soit ils signent chez Prime ou Amazon Prime ou peut-être Apple, parce que Apple ils ont signé la MLS. Enfin, tu vois, un nouvel entrant. Après, ils peuvent très bien rester. Après, ils peuvent très bien rester chez ESPN, mais je ne sais pas. Vraiment, honnêtement, le partenariat UFC ESPN, ça a l'air de très bien se passer, mais tu vois, les petits trucs qui sont en train d'être posés ici et là me font dire qu'ils pensent peut-être à la suite, tu vois. Pensent peut-être à la suite et qui se disent on va peut-être pouvoir proposer autre chose. Le seul truc, moi j'espère juste ça aussi, et on en parle souvent, nous on ne connaît pas ça puisqu'en France c'est RMC Sport, mais aux États-Unis pendant longtemps, vous vouliez regarder une seule soirée UFC, c'était un enfer parce que vous étiez obligé de, vous commenciez sur le Fight Pass, vous allez chez un diffuseur et ensuite c'était un autre diffuseur. Enfin, vous fallait tous les trucs. Donc soit moi je me dis l'UFC va complètement miser sur l'UFC Fight Pass et en faire un vrai géant enfin, c'est déjà un géant du sport, mais c'est pas l'équivalent d'un Netflix où en gros aujourd'hui c'est, enfin, je vais pas vous dire, vous ne réfléchissez pas quand vous prenez Netflix, mais ou Spotify. Vous voulez écouter de la musique, bah vous prenez votre abonnement Spotify, quoi. De se dire, t'es fan de sport de combat, t'es obligé de prendre l'UFC Fight Pass parce que tu vas tout avoir en fait. Et tu sais que t'as les soirées en direct et tout ça. Et je pense que s'ils font un truc comme ça, avec tout ce qu'ils ont aujourd'hui, ça peut quelque part passer encore un cap et de se dire, parce que Dana White a toujours cette volonté là aussi d'aller en boxe et de diffuser des... Enfin, tu peux créer un truc où tu regardes droit dans les yeux d'Azone. Ils peuvent très bien faire quelque chose comme ça, tu vois. Donc je me dis ça c'est possible. En vrai, tu me dis, il y a un... Là, je sais pas s'ils le feront comme ça, parce que probablement qu'ils ont... mais tu me dis, c'est un abonnement à genre, allez, 20 balles par mois mais t'as tout le catalogue des UFC, des Pride, comme il y a là l'UFC Fight Pass, et tu as accès au pay-per-view sur la plateforme UFC Fight Pass. Honnêtement, 20 balles par mois, je me tâte très sérieusement. Après, ils le mettront peut-être à plus cher, mais déjà, ne serait-ce qu'à un prix comme ça, si c'est sur leur propre plateforme sans intermédiaire et qu'ils réussissent à attirer des millions de gens, parce que on rappelle quand même que c'est peut-être pas que eux, mais je crois que le chiffre, c'était entre 2019 et 2021, malgré le Covid, enfin, disons peut-être aussi grâce au Covid, parce que c'était les seuls, l'UFC, qui arrivaient à proposer des trucs, mais ils avaient fait exploser le nombre d'abonnés ESPN+. Mais d'une force, enfin genre ils étaient passés de 1,5 million à je crois que c'était 20 millions. Je crois vraiment que c'était un délire comme ça. Et donc, s'ils ont cette puissance de feu là, l'UFC, effectivement, si là ils se disent bon on fait un truc à 20 dollars par mois, mais t'as accès en même temps au pay-per-view et à toute la bibliothèque de combat, et que t'as 10 millions de personnes qui s'abonnent, alors on est bien. Ah oui, non, il y a eu des trucs incroyables. C'était le combat de Conor McGregor contre Donald Cerrone, où en une seule soirée, Conor il les a augmentés de 500 000. Vous vous rendez compte un peu? 500 000 mecs qui s'abonnent à l'année et qui en plus ensuite vont prendre le pay-per-view. Enfin, énorme. Et oui, en gros, c'était pour dire aussi et l'autre truc aussi, mais je pense que c'est beaucoup moins vrai maintenant depuis l'achat de la WWE et le fait qu'ils aient créé un super géant. En gros, j'avais lu un article là-dessus aux États-Unis aussi, où en gros ils expliquaient que les droits TV aujourd'hui atteignent des sommets aux États-Unis, que ce soit en NFL, enfin tous les gros sports, et qu'en gros, quand on y pense, l'UFC à la base, le deal c'était 1,5 milliard qui signe en 2019 pour 5 ans avec ESPN. En 2016, donc 3 ans avant, ils étaient rachetés pour 4 milliards par WME AMG. Et de se dire aujourd'hui, est-ce que pour un diffuseur, en fait, la solution, plutôt que de payer toujours des droits plus gros, parce que là c'était 1,5 milliard sur 5 ans, c'était finalement sur 7, je sais pas combien ça fait, allez, peut-être 3, je dis n'importe quoi, un chiffre comme ça, 3 milliards ou 2 milliards, voilà. Ce qui est énorme. Et pourquoi est-ce que les diffuseurs se diraient pas, on va tout simplement acheter l'UFC plutôt que d'avoir des sommes qui en soi, je vais pas dire qu'ils vont jamais rentabiliser parce que c'est du contenu, ce sont des abonnés, mais aujourd'hui ça atteint de tels chiffres que, comme quand vous payez un loyer énorme et que vous dites bon, ce serait peut-être mieux d'acheter l'appartement directement. Et je pense, et ça en fait c'était des vraies discussions qu'il y avait avant ce qui s'est passé avec la WWE. Mais je pense, tu vois, pour un truc comme l'UFC qui est pas encore très cher, quand je dis c'est pas encore très cher, ce n'est pas dans nos moyens, ce sera jamais dans nos moyens, mais quand je dis ça, c'est pas comme
personne sur Terre ne peut racheter la NBA par exemple parce que c'est beaucoup trop énorme. Alors que l'UFC, je pense que pour 10 milliards, 10-15 milliards, quelqu'un peut le racheter. Et quand on voit qu'aujourd'hui la NBA, les nouveaux droits, et même pour la NFL, on est sur des 20 milliards pour les packages, pour tout avoir. Pour 20 milliards, vous pouvez avoir l'UFC. Et vous pouvez même avoir, parce que je crois que la nouvelle revalorisation, c'était, je crois, 12 milliards pour l'UFC et 9 milliards pour la WWE. Enfin bref, en tout cas, c'est des sommes... Pour 20 milliards, t'achètes toutes les organisations majeures de MMA. Voilà, exactement. Donc tu vois, je me dis que c'est quelque chose où un gros diffuseur qui a beaucoup de sous, parce que ce soit les Amazon, les Apple, quand vous voyez ce qu'ils mettent pour le Seigneur des Anneaux et le succès que ça a, bon ben voilà. Ah putain. quand on voit tout ça, on se dit que ça peut être possible aussi, mais je pense que maintenant ils ont changé de braquet vu ce qui s'est passé avec le WWE, mais en tout cas voilà, moi je n'exclus vraiment pas qu'il y ait un tout nouvel acteur qui se dise ok, on va passer par là, que ce soit l'UFC qui mise sur eux-mêmes, ou soit qui passe sur une plateforme 100% streaming. Mais en tout cas, que ce soit Dana White, que ce soit Ari Emanuel, le président de WME-AMG, tout le monde est ok, là on sait ce qui s'est passé, on a de quoi faire en termes de vente, et tout le monde va être très très intéressé pour acheter tout ça. Et l'autre... Ouais, c'est... Ouais. Vas-y. Ah, je voulais dire aussi, ce qui est fou, mais... Et c'est pour ça aussi que je ne suis sûr de rien, c'est que tu vois, quand il y avait quand l'UFC était diffusé sur Fox Sports, tout le monde savait que c'était Fox Sports, ils avaient investi là-dedans, ils avaient des énormes réseaux sociaux, mais du jour au lendemain, ils ont arrêté. Et tu vois, le fait de me dire aussi, ESPN, ils vont jamais lâcher le morceau, il pourrait très bien se passer la même chose que ce qui s'est passé pour Fox aussi. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, ça me paraîtrait bizarre quand même au regard de la relation qu'ils ont, puisque aujourd'hui, ESPN c'est devenu sur les réseaux, c'est le premier média de MMA, alors que les mecs avant s'en foutaient, mais vraiment ils s'en foutaient de l'UFC, et c'est d'ailleurs pour ça que Dana White parlait d'une vraie victoire, parce que c'était ça y est, le MMA est devenu mainstream grâce à ce deal, et les mecs ils ont fait ESPN MMA, ils ont fait tout leur page, il y a Brett Okamoto qui est devenu un, entre guillemets, vrai journaliste majeur, ils avaient recruté Ariel Helwani, direct les gars, comme ça, instantanément, sont devenus le média de référence. Ouais. Donc, voilà, ça me paraîtrait quand même bizarre de se dire, tu vois, t'as investi pendant 7 ans dans le sport, tu le fais progresser d'une manière énorme, et ensuite, il se barre comme ça. Bon. Ouais. Seul l'avenir nous le dira, Big Rusty. 2025, la fin du deal ESPN. 2025, fin du deal ESPN, et c'est la dernière difficulté, je pense qu'on pourra finir là-dessus, c'est là aussi le truc où moi je m'interroge, c'est que les droits vont augmenter, parce que les droits augmentent toujours dans les sports, vous regardez la NBA, peu importe ce qui se passe, parce que la NBA, là, il s'est passé des choses extraordinaires ces dernières années, en NFL aussi, même si les gens étaient beaucoup plus, les audiences baissaient en continu, mais là, ils ont la revalorisation des droits a tout explosé, alors que ça baissait. L'UFC, tu vois, je vois pas à quel moment, on se pose souvent la question nous aussi de à quel moment ESPN peut être gagnant en payant l'équivalent de 500 000 pay-per-view pour chaque événement, parce que dans l'année, à part là, ce début d'année 2023, puisque c'est les 30 ans de l'UFC, voilà, à quel moment tu payes l'équivalent de 500 000 pay-per-view pour tes Shera contre Hill? Bah non. Ouais. Non. Voilà, non, les comptes sont pas bons. Donc c'est là aussi où je suis extrêmement curieux de voir comment ça peut se poursuivre, comment eux peuvent se dire bon bah ok, on poursuit là-dessus. Et puis même, il y a plusieurs fois aussi où l'UFC, je pense, a mis ESPN dans l'embarras entre ce qui s'est passé avec Dana White, ce qui s'est passé au moment du Covid où il a fallu qu'ils mettent un énorme coup de pression à Dana White pour dire bah écoute, là on sait clairement pas ce qui va se passer, il y a tout qui est en train de fermer, donc on va peut-être l'UFC 249 que tu voulais faire coûte que coûte, on va stopper. Puis Dana White qui était en mode on va construire une île, finalement ensuite c'était sur la boue. Enfin, il y a plusieurs moments où tout le monde s'est dit ouh là là, c'est peut-être un petit peu chaud ce qui est en train de se passer. Donc mais à chaque fois c'était chaud, mais il n'y a pas eu de conséquences, et c'était uniquement des journalistes, des fans, nous qui nous interrogions, mais il n'y avait pas de communiqué, de choses comme ça. Donc, très curieux, je suis vraiment très curieux de voir la suite, et j'attends ça avec... En vrai, Rusty, j'attends ça avec une certaine excitation. Je ne vais pas te le cacher. Ouais. Parce que le fait que l'UFC se développe aussi autant à l'international, tu vois, ça me fait me dire, pas qu'ils placent les jalons, mais... Quand aujourd'hui l'UFC, ils ont Cyril Gane, ils ont Benoît Saint-Denis, ils ont Nassourdine Imavov, si demain ils disent on est diffusé sur l'UFC Fight Pass, je pense qu'ils peuvent le faire, tu vois.
Parce que t'as des vrais mecs en France. Quand tu vois qu'aujourd'hui, ils font des pay-per-view au UK, que ça fait des billetteries qui sont dignes du Madison Square Garden au Royaume-Uni, et qu'en gros, en un an, ils passent de 4 millions, où ils battent leur record. L'année d'après, Leon Edwards, enfin je veux dire, le mec, personne ne le respectait il y a 2 ans, le gars, il fait 10 millions de dollars de billetterie au Royaume-Uni. C'est fou, c'est complètement fou. Et donc quand tu te dis ça, ils posent ça ici et là, dès qu'ils ont une star qui pop, ils vont faire des événements autour de lui, ils vont faire en sorte que les gens s'intéressent, même là avec Alexander Volkanovski, où pareil, tout le monde est d'accord pour dire que c'est un crack, mais moi, j'aurais jamais misé sur Alexander Volkanovski pour me dire ça va devenir une star. Bah, le gars, ils lui font, entre guillemets, hein, bien sûr, le cadeau de faire un événement pour lui en Australie contre Islam Makhachev, et ça bat le record pour un événement là-bas, et ça bat le record de pay-per-view pour un événement là-bas aussi. Donc, tout ça, et le fait qu'aussi au Brésil, il s'est fait le choix de se dire là, on mise sur nous, que la possibilité, tu vois, d'un géant des sports de combat comme ça arrive, je ne l'écarte pas. Voilà, monsieur. Allez. Bah, pareil. C'est tout pour nous. Dernier truc, mais ouais, de la question. Salut. Question, c'est simplement. Putain, j'y ai cru. Mais dernière question, parce que de toute façon, ouais, je crois que ça va faire 20 minutes de podcast. Mais c'est très étonnant aussi qu'on n'ait jamais entendu d'insight de ça. Dans le sens, je suis très étonné que là, ça fait genre 3-4 piges. Depuis 2019, ouais, voilà, 4 piges. On n'ait pas entendu une seule fois un insight d'Ariel Helwani qui a une source mais qui peut pas la nommer, de ESPN, qui dit c'est un peu la grogne, ou alors l'inverse, mais n'importe quelle information qu'on aurait de l'intérieur de ESPN, qu'on ait un peu la température de ce qu'ils pensent de ce deal, et ça on l'a jamais eu, et ça je dois avouer que ça m'étonne vraiment, quoi. Après, ce qu'il y a généralement, c'est quand on se tape les cartes pourries, l'UFC va enchaîner avec 2 mois complètement dingues aussi. Et c'est là la force aussi de l'UFC, c'est qu'il y a beaucoup de... Enfin, vous voyez que ce soit dans les sports, dans les clubs, enfin peu importe où, quand il y a un déclin qui est entamé, je veux pas dire qu'on peut pas s'en relever, mais on sent que c'est cyclique. L'UFC, il y a vraiment ce côté, c'est parti, c'est possible. Enfin là, avec Rusty, on croyait pas au retour de John Jones, on était en mode c'est mort, ouais. L'UFC, ils ont plus de stars de pay-per-view, machin, John Jones revient, énorme pay-per-view, plus grosse billetterie pour un événement hors Conor McGregor... Ah ça y est, en fait, c'est parti. Ouais. Enfin, là pareil, on est en mode Conor McGregor va pas revenir, on le voit, le gars il est hors de forme. Ils n'ont qu'à officialiser le retour de Conor contre Michael Chandler. Pareil, ils ont fait leur chiffre d'affaires pour les 6 prochains mois. Enfin, ils ont une facilité à pouvoir tout accélérer qui rend les choses presque injouables. Parce que pareil, vous êtes ESPN, là vous venez de vous taper un mois d'avril terrible. Demain, l'UFC, ils annoncent leur planning pour le mois d'août où ils font 2 pay-per-view, plus en septembre t'as Conor, plus allez t'as un gros UFC Paris, plus machin. Bah voilà, c'est parti. Plus au mois d'octobre, ils vont faire Abu Dhabi, il y a Islam Makhachev contre je sais pas qui et Ramzat contre Paulo Costa. Ça y est, vous êtes refait aussi. C'est vraiment leur force. C'est vraiment leur force parce que je pense en vrai qu'il n'y a jamais eu de fuite parce que à chaque fois, je suis persuadé que l'UFC attend le moment où soit ils attendent le moment, mais dans le sens, ils regardent les chiffres, ils se disent bon, là on est un petit peu en dessous de cette fameuse limite rouge qui fait que on voit que les gars vont peut-être pas être contents, donc là on va un petit peu se sortir les doigts. Je pense que c'est un système comme ça et voilà. Mais parce qu'ESPN, c'est ça le problème aussi, c'est qu'on n'a pas les chiffres officiels de tous les pay-per-view et de l'argent que ça génère, parce que bien évidemment, c'est comme le fait qu'on n'ait pas les salaires officiels des combattants. Quand on a les salaires officiels, tout ce qu'ils perçoivent. Parce que c'est une stratégie aussi de négociation de l'UFC, parce que si vous savez ce que votre voisin gagne, bah forcément vous allez demander plus. On est dans une situation où ESPN, je pense que quand il y a des grosses soirées, c'est énormissime pour eux. Parce que au-delà du pay-per-view, il y a la pub, il y a aussi pas mal de fois, je voyais ça, c'était je crois pour la WWE. Et oui, ce que faisait l'UFC avec le Power Slap, en gros quand c'était sur TBS, TBS outre-Atlantique, en gros, la soirée ils mettaient un show qui était hyper regardé par les gens juste avant. Et pour ensuite placer le Power Slap pour qu'il y ait un petit peu de traction. Donc forcément, quand vous avez un pay-per-view avec Conor McGregor et que le show d'après, peu importe ce que c'est, mais vous le mettez juste après ce truc-là que tout le monde va regarder, vous savez qu'il va y avoir beaucoup d'audience. Donc, il y a beaucoup de choses, à mon avis, qu'on ignore là-dessus, qui font que quand c'est une très grosse soirée,
tout se passe très bien pour eux. Ouais. Donc voilà. Mais curieux de voir ce qui va se passer pour la suite. Et puis aussi curieux tout simplement d'avoir des vraies sorties de la part d'ESPN ou en tout cas des infos chiffrées qui nous montrent ce qui se passe. Parce que ESPN+, on a parlé du ralentissement. ESPN+, ils ont les droits de l'UFC, mais il y a aussi des émissions NBA qui passent dedans, il y a aussi pas mal de documentaires, il y a d'autres matchs qui sont diffusés dessus, donc il y a beaucoup d'autres choses aussi qui sont connexes à ça et qui font que le MMA aussi reste une niche, tu vois. Enfin, moi personnellement, ça me paraîtrait énorme que t'aies 20 millions de personnes qui soient abonnées à ESPN+, que pour le MMA, tu vois. Ouais, c'est ça. En fait, là, et j'ai été revoir la stat tout à l'heure. En tout cas, ça fait beaucoup d'adresses email. Ah Mais ouais, et j'ai été voir la stat, du coup, ils sont passés entre le premier quart de 2019 et le premier quart de 2022 de 1,4 million d'abonnés à 21,3 millions. Et alors évidemment, c'est aussi parce que ils lançaient le truc, mais c'est tu sais, pendant une période comme il y a eu le Covid, il y avait plus rien qui circulait à part l'UFC qui a été un des premiers à revenir. Et comme c'est pile cette période, même si c'est pas eux à 100%, il y a quand même probablement un gros drive, et c'est ce qu'il met dans l'article, de toute façon, Trent Ryan-Smith, mais c'est que c'est pas eux à 100% qui ont fait qu'il y a eu cette explosion, c'est tout un tas de facteurs, mais à cette période-là précisément de l'histoire du 21e siècle, c'est clair qu'ils ont joué un rôle majeur dans l'explosion du truc aussi, quoi. Well, je pense que c'est tout pour nous, Big Rusty. Shout out à my sweet pea, my sweet protein, moins 30%. Surtout mes protéines avec le code la sueur. See ya. I'm fucking coming for you!